Ce soir, nous accueillons donc Pierre Morlier. Vous êtes né en 1939. Vous êtes président de l'action européenne Mechanical Performance of Wood and Wood Products. Vous êtes professeur à l'université de Bordeaux 1, directeur du laboratoire de rhéologie du bois de Bordeaux. Vous êtes un spécialiste de la mécanique du bois, génie civil, bois. Et enfin, vous êtes l'auteur de 200 publications. Vous avez participé à de nombreuses publications dans les revues scientifiques ou de communication dans des colloques nationaux et internationaux. Je vous laisse la parole. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc j'avais intitulé cette présentation La diversité des produits forestiers permettra-t-elle au bois d'être le matériau du XXIe siècle? Et vous avez devant vous le plan de mon exposé. En fait, comme l'a dit la personne qui m'a présenté, je viens du génie civil et donc j'ai un regard sur le bois qui est peut-être personnel, mais je vais essayer de vous faire partager à la fois certaines craintes et certains enthousiasmes sur l'avenir de ce matériau dans les années qui vont venir. Alors, la première partie, l'introduction, c'est quelque chose de très simple. Le bois est un écomatériau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la forêt qui fabrique le bois a un rôle particulier qui est de maintenir les grands équilibres écologiques dans la planète et la biodiversité. La forêt participe, et combien, à la lutte contre l'effet de serre à travers la captation du CO2 et la transformation définitive dans le bois de ce CO2 en carbone. On notera simplement que, à condition que ce process soit efficace, il faut absolument que la forêt soit gérée et qu'on ne laisse pas pourrir les arbres sur place après telle ou telle catastrophe ou simplement parce qu'on n'arrive pas à vendre le bois. Donc la forêt a un rôle bien particulier qu'on peut effectivement scinder en 3 missions de la forêt. Prendre en charge notre environnement, une partie de notre environnement et le bilan environnemental de la planète ou de notre pays. L'aménagement du territoire. Moi, je viens d'un pays où il y a moins de 2 siècles, on a planté 1 million d'hectares de forêt pour stabiliser des gens et pour stabiliser une vie économique dans un ancien marécage qui était l'ancien delta de l'Adour. C'est la forêt des Landes, c'est très typique. Vous vous souvenez aussi que il y a quelques siècles aussi, une catastrophe ou une dévastation du côté des rives de la Loire et de l'Allier a fait que la Loire a complètement perdu son aspect, a changé d'aspect, simplement parce qu'une exploitation hâtive des forêts a renvoyé plein de sédiments dans ce fleuve. Je dois dire aussi, et je pense que vous le percevrez, que quand je parle de l'aménagement du territoire, je parle aussi de la fixation en différents endroits du territoire, puisque le territoire français a la chance d'être couvert de forêts, la fixation un peu partout, en campagne, comme on dit, d'industrie, d'activité, et ceci est, me semble-t-il, tout à fait important sur le plan général de notre pays. Et enfin, la forêt est là pour produire du bois. Si je vous présente ça comme ça, c'est que le débat n'était pas évident. Il y a quelques années, on s'est interrogé, les parlementaires, l'INRA, auquel j'appartiens, et d'autres organismes, le ministère de l'Agriculture, en fait, se sont interrogés sur la mission prioritaire de la forêt française. Alors pourquoi il y a quelques années? C'est parce qu'il y a quelques années, la Finlande et la Suède sont rentrées dans le marché commun en 1994, comme vous savez, avec pour eux un marché qui était simple. Ils rentraient dans le marché commun pour être les producteurs de bois de l'Europe.
Et donc tous les autres pays, Allemagne, France compris, se sont posés des questions sur la mission de la forêt. La mission de la forêt en France est dorénavant, en particulier, de produire du bois. Mais il ne faut pas oublier les deux autres missions. Et il ne faut pas oublier, quand on voit des sylviculteurs bloquer les routes après les tempêtes, que a priori, ils n'ont pas tort de réclamer que la collectivité leur paye la mission qui consiste à vous faire de l'ombre pendant les vacances. Le bois écomatériaux, le bois est une matière première renouvelable et recyclable. C'est un matériau qui est a priori peu consommateur d'énergie et qui a priori ne produit pas de substances toxiques. Alors je dis a priori parce que je vous amènerai tout à l'heure, j'amènerai sur des rivages où je vous parlerai de matériaux à base de bois, c'est pas très grave, voilà mon transparent. Il faut que j'occupe le terrain, moi aussi que j'aménage mon territoire. Donc je vous parlerai tout à l'heure de matériaux à base de bois et de matériaux reconstitués. Il est vrai que cela commence à être relativement consommateur d'énergie. Voici un tableau qu'on voit partout sur le contenu énergétique de quelques matériaux de construction, puisque le bois va être comparé ici aujourd'hui à tous les matériaux de grande diffusion, que ce soit l'acier, le béton pour la construction ou bien l'aluminium. Et vous voyez que ramené au kilo de matière finale, le bois a quelque avantage, mais que cet avantage est tout à fait fondamental, tout à fait exacerbé quand on le ramène au mètre cube. Alors, ça sera le discours tout le temps. Et c'est le discours qu'on a avec les tenants des autres matériaux. Est-ce qu'on compte les avantages, les performances d'un matériau par mètre cube, par kilo? Le bois est léger, c'est bien connu. Il occupe une place dans la gamme des poids spécifiques de matériaux qui est tout à fait originale. À partir de là, c'est vrai que les arguments dans la guerre entre matériaux, dans notre pays et dans le monde entier, sont assez délicats à manier. Et vous en avez la preuve ici, puisque ce tableau a l'air de vous montrer que le béton est moins consommateur d'énergie que des sièges en bois, des sièges de bois, si on ramène ça au kilo. Si on ramène ça au mètre cube, évidemment, la tendance est inversée. Alors, il y a une loi sur l'air en France qui a été votée en décembre 1996, si mon papier est bon, qui va exiger des maîtres d'ouvrage publics au moins d'étudier une solution bois pour tous les ouvrages dont ils ont la maîtrise d'ouvrage. Et la conséquence, ça a été un accord cadre entre le ministère de l'Équipement, les professions du bois et les professions du bâtiment, ce qui est assez rare, cette union, pour que la part du bois dans la construction augmente. Alors je vais vous donner un chiffre, vous trouverez d'autres chiffres dans d'autres journaux. Moi j'ai interrogé le ministère de l'Équipement, la part du bois dans la construction va passer de 10 à 12,5%, mesuré en quoi? En chiffre d'affaires. Alors je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais c'est la version officielle, de 10 à 12%. C'est ce qu'on se fixe comme objectif dans les 10 ans qui viennent. Alors, j'ai axé ce cours, puisque c'est un cours, sur le mot de diversité, et je vais commencer par parler de la diversité du système qu'on appelle xylo-industriel en France, c'est-à-dire la diversité de cette profession du bois et de la forêt, sans trop parler de la profession de la forêt. Vous avez là un transparent qui vous indique que, enfin, il y a un petit schéma mais il sera plus complet tout à l'heure, sur les process utilisés dans l'industrie du bois. Vous savez que l'industrie du bois, comme pour tous les matériaux, ça se distingue. On distingue la première transformation, la deuxième transformation et la troisième éventuellement transformation. Oui. Je ne peux pas me retourner à chaque fois. Et la différence, c'est que il n'y a pas de sidérurgie, comme on dit pour les métaux. Simplement, c'est l'arbre lui-même qui est une usine à bois. Ne vous tracassez pas, si ça passe pas, je vais passer à autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? C'est pas très grave. Qu'est-ce qu'on voit là-dessus? On voit que il y a à peu près 600 000 salariés dans l'industrie et le commerce du bois, quand on comprend la forêt, et que la diversité de ce milieu est telle que
92% des entreprises emploient moins de 20 salariés. À l'autre bout de l'échelle, certaines parties de l'industrie, pensez au papier, pensez aux panneaux, sont des parties très condensées, très concentrées, avec un petit nombre d'usines, un grand nombre de salariés, un chiffre d'affaires important. Si on peut voir ce qui est écrit sur le transparent suivant, c'est pas évident, d'après ce qu'on m'a dit. Bon, donc ça c'est un schéma, qu'importe, c'est le schéma qui explique les flux dans l'industrie du bois. Donc on explique que ça c'est pour les élèves de terminale, on explique qu'il y a des sciages, qu'il y a de la première transformation, qu'il y a de la charpente, que les produits connexes des sciages, c'est-à-dire les sciures, les délignures, tout ça, ça va alimenter la profession des panneaux. Tout ça c'est expliqué là-dedans. C'est un schéma assez compliqué, mais qui a l'avantage de montrer deux choses essentielles. Première chose, comme on dit dans les Landes, dans l'arbre, tout est bon. Il ne faut pas laisser un gramme de matière sur le sol. Tout est bon, il faut tout utiliser dans une vocation plutôt industrielle dans les Landes. Dans d'autres territoires, on parlera plutôt de bois de chauffage si c'est nécessaire, mais ce n'est pas le cas chez nous. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que dans ces process de transformation, ils sont très divers, les métiers sont très divers là-dedans. C'est vrai qu'il y a un fonds de commerce de métiers du bois qu'on connaît bien, mais quand on visite une usine qui fabrique des panneaux de médium, comme on dit, le panorama est complètement bousculé par rapport à ce qu'on peut attendre d'une industrie du bois. Donc une industrie qui est très diversifiée, et nous, dans la recherche, c'est un de nos problèmes. Depuis 1994, Saint-Gobain s'est complètement désengagé de la filière bois, a vendu ses usines, usine par usine. L'autre grand de la filière bois, qui s'appelait Pinault ou Isoroy, a vendu aussi toutes ses unités de fabrication usine par usine. Et on se trouve en face d'une myriade de petites entreprises, ou même de très petites entreprises. Donc c'est une industrie qui, par sa diversité, est très difficile à manier et à comprendre et à gérer. Alors, bien sûr, cette industrie a une clientèle qui est essentiellement le BTP, bâtiment travaux publics, puisque tous les ans, il y a à peu près 12 millions de mètres cubes de bois qui va dans le BTP. Je vous ai dit que l'objectif, c'était de passer de 10 à 12,5% dans l'unité que je vous ai indiquée. L'emballage est aussi, évidemment, un client très sérieux de la filière bois, et l'ameublement, enfin. Et puis il y a des niches, il y a plein de niches dont je ne parlerai pas forcément aujourd'hui, mais heureusement la tonnellerie fait partie de l'emballage, mais c'est une très belle niche avec beaucoup de valeur ajoutée. Et de la même façon, on peut parler de lutherie par exemple. Et puis quand on prend je me suis amusé à prendre de vieux bouquins d'il y a 50 ans, et on s'aperçoit que les niches ont beaucoup changé depuis cette époque-là. La plupart ont disparu d'ailleurs, puisque le bois a été remplacé du temps par les matières plastiques et les matériaux composites. Alors, maintenant je vais rentrer dans le vif du sujet et parler de la diversité de ce matériau. Alors la diversité de ce matériau, on peut l'observer, on doit l'observer non, on peut, parce que le matériau est comme ça, l'observer à différentes échelles. Et je vais commencer par l'échelle qui est habituelle, c'est l'échelle de l'œil nu, l'échelle du petit morceau de bois qui fait 1 cm3, qu'on appelle en anglais le clearwood. Les Anglais ont la chance d'avoir des termes différents pour des choses qui sont quand même assez différentes. Puis après, je vais descendre à l'échelle de la cellule et de la paroi cellulaire. Puis après, je vais remonter à l'échelle de l'arbre parce que c'est nécessaire pour le discours. Et puis ensuite, je vais parler de l'échelle du matériau de construction qu'on appelle le timber en anglais. Alors, restons à l'échelle du visible. À l'échelle du visible, les bois se distinguent par ce qu'on appelle le plan ligneux. C'est-à-dire le plan ligneux, on coupe le matériau bois, 1 cm3 ou un peu plus, un cube dont les faces sont perpendiculaires aux axes évidents de ce matériau, l'axe longitudinal qui est l'axe des troncs, l'axe radial et l'axe tangentiel. On coupe un tel cube, on le regarde, on l'observe et puis on s'aperçoit que
pour chaque essence, il y a un déterminisme très fort génétique qui fait que la façon dont le tissu ligneux est tricoté par l'arbre lorsque il le fait au printemps et en été, eh bien la façon dont la structure de ce tissu est tout à fait déterminée par l'essence qu'on regarde. Si bien que on entend dire après que chaque essence avait ses usages, tout simplement parce que la structure, le plan ligneux, détermine un certain nombre de propriétés essentielles pour l'ingénieur des siècles derniers ou l'ingénieur de maintenant de ce matériau. Alors, essentiellement, on fait la distinction entre les bois résineux et les bois feuillus, comme vous savez. Le bois résineux a un plan ligneux très très simple, alors que le bois feuillu est beaucoup plus compliqué. Le tissu se tricote moins vite. Le bois feuillu a tendance à faire véhiculer la sève d'une façon un peu différente que le fait le bois résineux. Donc, il y a quand même une différence qui est assez essentielle entre tout ça, entre ces deux matériaux, et c'est schématisé ici. En fait, dans le bois feuillu, quand on fait une coupe perpendiculaire à l'axe de l'arbre, on voit beaucoup de pores et de vaisseaux, et si ça veut bien franchir le passage entre ici et le tableau, on rencontre un certain nombre d'aspects très différents sur ces matériaux. Voilà, c'est pas si mal. Il y a des matériaux poreux qui ont une structure, tout à fait une texture, comme on dit aussi, très, très différente, avec, par exemple, le quatrième en haut, je crois que c'est de l'épicéa, c'est quelque chose qui est tricoté de façon très rigoureuse, mais c'est un tricot qui est très simple. Et vous savez que quand un épicéa est bien réussi, on peut en faire des tables de violon et un tas de choses qui sont très, très exigeantes, alors que le peuplier qui se trouve ici, lui, est plein de vide, comme vous voyez, et ce qui lui permet, par exemple, de sécher rapidement, mais ce qui lui permet aussi d'accumuler souvent des poches d'eau à l'intérieur de certaines parties du matériau. Donc tout ça, c'est décrit dans le plan ligneux. Vous voyez ici, par exemple, un bois, c'est du Douglas, où la différence entre le bois de printemps qui est tricoté très lâche et le bois d'été qui est très serré, parce que là, il n'y a plus beaucoup de ressources à aller chercher, est très marquée. Là, la densité du bois d'été est 3 fois plus grande que la densité du bois de printemps. Ce n'est pas toujours le cas. Donc il y a une très grande diversité de ces matériaux. Et on s'en aperçoit rien qu'en les regardant. Quand on fait de la science des matériaux, c'est un peu ce que je fais, on commence par regarder les matériaux. Alors je vous épargnerai la liste des 24 bois français qui comptent. En France, commercialement, on a 24 essences, ou 25, qu'importe, qui sont sur le marché, et dans un volume raisonnable, avec des prix à peu près suivis. C'est pas beaucoup, et pour les bois qui viennent en France du monde entier, il y a à peu près 200 essences qu'on a répertoriées et dont on suit les performances, ainsi que le prix et les volumes à travers le monde. Alors, ça c'est là-dessus qu'on travaille, c'est la description du plan ligneux d'un résineux. Alors, un résineux, il y a des cellules qui sont allongées, qu'on appelle des trachéides quand on veut faire compliqué. Il y a des rayons ligneux, c'est-à-dire ce qu'on appelle la maille dans le chêne, c'est-à-dire des cellules qui traversent radialement le bois pour aller alimenter ou pour mettre en relation certaines parties et la circulation en particulier de la sève. Et puis ce qu'on peut remarquer dans ce résineux qui est assez fort, c'est l'existence entre deux cellules de ce qu'on appelle des ponctuations, c'est-à-dire des petits chemins pour la sève pour aller d'une cellule à l'autre. Donc quand la sève monte dans l'arbre, ou qu'elle descend d'ailleurs, parce qu'à la fois elle monte et elle descend, eh bien elle est aspirée par un moteur qui est les feuilles. Eh bien, quand elle monte, elle circule en général par les cellules, ça c'est facile. Quand elle arrive au bout d'une cellule, elle ne sait plus trop quoi faire. Et selon les essences, en particulier pour les résineux simplifiés, elle passe par des ponctuations. Et quand le bois va vieillir, à force de vieillir, va devenir ce qu'on appelle le duramen, c'est-à-dire un bois qui a tendance à être sec, à être sclérosé,
C'est simplement parce que en particulier parce que les ponctuations seront fermées et que toutes ces cellules se seront bouchées par un certain nombre de matières chimiques, si bien que dans l'arbre, il va y avoir une partie qu'on appelle le bois parfait, parce qu'il n'a pas tendance à trop bouger avec les saisons, qui s'appelle le duramen, dont je vous reparlerai tout à l'heure, par opposition à l'aubier, qu'on appelle le bois de Sèvres également. Alors, il y a une caractéristique qui est très forte pour le bois, c'est la densité. C'est là-dessus qu'on fait des contrats d'achat de bois en général, enfin certains bois. Donc vous avez là une liste de bois. Retenons que la densité varie entre à peu près 0,2, c'est-à-dire un matériau qui est 5 fois plus léger que l'eau, c'est le balsa, jusqu'à 1 environ. Il y a des bois qui flottent pas beaucoup. Donc une gamme de densité qui est de 1 à 5, c'est important pour la suite, et une gamme de densité entre 0,2 et 1 où il n'y a pas beaucoup de concurrence, parce que le béton c'est 2,7 ou 2,5, l'acier c'est 7,8, et puis de l'autre côté il y a les mousses, et donc le seul concurrent se trouve être les plastiques, mais eux qui sont des matériaux compacts, alors qu'ici, ce que je vous ai montré, c'est typiquement un matériau cellulaire, orienté certes, mais cellulaire. Eh bien, le bois a effectivement pas beaucoup de concurrence dans son domaine. Et il y a des gens qui l'ont bien montré, c'est les gens qui travaillent sur l'emballage et l'emballage technique. Lorsqu'il s'agit de retenir des chocs, on peut utiliser différents matériaux, c'est la densité qui compte, c'est l'épaisseur du matériau, c'est la violence du choc. Et il y a des gammes où il n'y a que le bois qui peut jouer le jeu. Et en plus, le bois, il a une certaine durabilité que n'ont pas les mousses à partir de matières plastiques en particulier. Alors, ne soyez pas effrayés par ça, je l'ai pris dans un... D'ailleurs, je ne sais même pas si vous voyez. Moi, c'est l'évolution de certaines propriétés mécaniques avec la densité, pour bien vous expliquer ça. Alors, chez nous, il y a 2 propriétés mécaniques qui sont essentielles. C'est ce qu'on appelle la rigidité. C'est-à-dire que si je considère un plancher, par exemple, qui est soumis à des charges, eh bien, la flèche que va prendre le plancher sous la charge va être fonction de la largeur, de la longueur des charges, mais inversement proportionnelle à ce qu'on appelle la raideur du matériau, la rigidité. Et puis, il y a aussi une autre grandeur, donc une grandeur essentielle, c'est la rigidité, et puis il y a une autre grandeur qui est importante, c'est la résistance, c'est-à-dire qu'il y a une grandeur intrinsèque du matériau que la résistance des matériaux sait utiliser et qui permet de savoir si un tel plancher va casser ou non. Donc si je prends une grandeur qui s'appelle la rigidité, et la rigidité longitudinale dans le sens des fibres du bois, elle est proportionnelle à la densité, tout simplement. C'est-à-dire on a une gamme de rigidité de 1 à 5. Par contre, si on prend les rigidités dans le sens transverse ou radial, eh bien, sur mon petit dessin, sur mon transparent qui était sans doute difficile à lire, j'ai ρ à la puissance 3. C'est-à-dire que voilà un matériau qui va offrir, quant à sa rigidité transverse, c'est-à-dire perpendiculaire au fil de l'arbre, qui va offrir une gamme de 0 à 125, ce qui est quand même assez intéressant. Ça, c'est une bonne image de la diversité. Et donc, on peut faire, à partir des bois qu'on trouve dans le commerce, parfois en les associant avec d'autres matériaux, on peut recomposer des matériaux à la demande, c'est ce qu'on appelle le génie des matériaux, et en particulier, tous les gens qui font des panneaux contreplaqués ou stratifiés ne s'en privent pas, puisqu'on trouve du bois présent un peu partout, dans l'aviation encore, dans les pétroliers et dans toutes les applications. Ça s'appelle les panneaux techniques. Alors, maintenant, on descend à l'échelle de la paroi cellulaire. Voilà comment se présente une cellule, une trachéide ou une fibre de bois. C'est déjà quelque chose qui est composite. C'est-à-dire que chaque cellule est composée de plusieurs couches, et la couche essentielle, c'est la couche qui est en rouge, qui s'appelle la couche S2, essentielle pour la mécanique. C'est la couche qui s'appelle S2, et dans laquelle on va trouver un filament, qui est dessiné en rouge ici, des filaments d'un des composants essentiels du bois. Le bois a 3 composants, 3 polymères de base, c'est la cellulose. Alors la cellulose, c'est un polymère qui est presque cristallin, qui est moitié cristallin, moitié non cristallin. Et bon, j'en ai des dessins derrière, là, je vous montrerai peut-être ça rapidement. Il se présente sous forme de fibres, qu'on appelle encore des fibrilles, et ces fibrilles sont orientées
le long de la cellule, selon des directions. Et c'est là que l'arbre est intelligent, parce que je vous montrerai tout à l'heure que selon les besoins, la stratégie de l'arbre, il va fabriquer un matériau qui a des angles de la fibre rouge avec la verticale qui sont différents. C'est pas le seul matériau à faire ça. L'os humain fait ça. Donc les matériaux qui sont des biomatériaux ont effectivement des stratégies et comme ils sont intelligents, ils peuvent réagir en particulier parce que ce qu'ils fabriquent, c'est des matériaux composites, donc ils vont faire varier des angles, beaucoup plus que des propriétés chimiques, des angles, des grandeurs simples qui vont faire varier. Alors voilà, c'est fait comme ça. Et entre deux cellules, il y a un espèce de ciment qui s'appelle la lignine, c'est ce qui est marron dans le papier Kraft et ce qui n'est pas dans le papier blanc. C'est la lignine qui est un polymère assez amorphe, qui a une propriété essentielle, c'est que il a une transition, c'est-à-dire il devient mou à des températures à la température de 60-70 degrés selon son humidité. Et donc on peut jouer sur cette lignine pour, par exemple, mettre en forme des matériaux. Alors mettre en forme des matériaux, c'est prendre un morceau de bois et faire ça. Alors ça, malheureusement, enfin, j'espère avoir le temps, mais on pourra en parler pendant les questions tout à l'heure. Ça, c'est pas fait grâce à la lignine, c'est fait avec un autre procédé, mais on peut faire ça avec de la lignine, en jouant sur les propriétés de transition de la lignine. Donc, la cellulose, à l'autre bout, il y a la lignine qui sert en fait de ciment à tout ça, à toute cette construction. Et puis, il y a un polymère qui est très important qui s'appelle les hémicelluloses, qui est comme la cellulose, à peu près, seulement au lieu que la cellulose est organisée sous forme de chaîne, et les hémicelluloses, ils sont tout raccornis, parce que ils vont entourer la cellulose, ils sont tout raccornis, un peu comme du papier, pratiquement, et comme ils ne sont pas très réguliers, ils ont la possibilité d'accrocher des molécules extérieures, et en particulier des molécules de flotte, et c'est de là que vient le fait que le bois, et tous les matériaux à base de bois, sont des matériaux qui aiment l'eau, qui sont donc hygroscopiques, comme on dit dans notre jargon. Donc 3 composants qu'on maîtrise assez bien, dont la composition dans le matériau est relativement constante. Alors, c'est repris ici. Par exemple, la cellulose est majoritairement dans la paroi que j'appelais S2, la paroi rouge de tout à l'heure. La lignine est majoritairement dans le ciment entre deux cellules, puis c'est à peu près ce que, dans un premier temps, on pourra retenir de la composition de ce matériau. Alors si on vient à la microfibrille, c'est-à-dire ces fils de cellulose qui donnent la rigidité, la solidité au matériau, ceux-là, selon leur angle, eh bien, ils vont, ou bien, s'ils sont orientés dans le sens des fibres, ils vont donner une très grande rigidité au matériau. Par contre, s'ils sont à 45 degrés ou pire, ils vont complètement atténuer la rigidité du matériau. C'est ce qui est représenté sur ce petit graphique. En gros, quand l'angle des microfibrilles devient 45 degrés, et ça arrive de temps en temps, eh bien, la rigidité passe de 4000 à 500, c'est-à-dire elle est divisée par 10. C'est cette chute brutale que vous voyez ici, qui est caractéristique des matériaux qu'on appelle anisotropes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la même propriété dans tous les sens. Et de toute façon, ces microfibrilles sont nécessairement un peu croisées, parce que si les microfibrilles étaient juste allongées, eh bien, on obtiendrait ce qu'on obtient avec certaines fibres de carbone, c'est-à-dire qu'elles n'ont aucune ténacité, surtout aucune tenue perpendiculairement aux fibres. Alors, j'essaye d'apprendre aujourd'hui que la vie est courte et que 45 minutes, c'est 45 minutes. Donc, on va parler maintenant de l'hétérogénéité à l'échelle de l'arbre, parce que ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument dire et qu'en particulier, il faut dire aux ingénieurs. On a tous l'impression que les arbres, ça pousse comme ça. On a tous vu des arbres qui poussent comme ça, des séquoias qui poussent tout droit, tout rond. Quand on les coupe, ça fait des rondelles parfaites. Eh bien, à l'intérieur de cet arbre, de ces arbres, même s'ils sont tout droits, c'est bourré d'hétérogénéité parce que l'arbre a besoin de se constituer une structure hétérogène. Alors, première chose, duramen au biais, c'est-à-dire l'idée que, voilà, des arbres qui sont à différents âges, 12 ans, 24 ans, 34 ans, etc. Donc,
Ici, au milieu, vous voyez le duramen, c'est-à-dire un bois qui est un peu qui est vieux, qui ne sert plus à grand-chose, qui n'a plus de propriété de transport en particulier. C'est normal, quand on est vieux, on n'a plus de transport. Et autour, l'aubier qui sert justement à transporter la sève et à faire tout ce mouvement qui va créer du bois sur le bord de l'arbre. Eh bien, les industriels, quand ils coupent des planches dans les arbres comme ça, vous savez que le duramen en général se voit parce qu'il a une couleur un peu différente, ils ont quand même la trouille d'avoir beaucoup d'aubiers. Or, comme on exploite des arbres de plus en plus jeunes, eh bien, on a des arbres qui ont de plus en plus d'aubiers, et la différence entre ces deux bois est telle que des planches comme ça, quand vous les sciez, eh bien, elles ressortent de la scie toutes déformées, et quand vous les séchez, c'est encore pire. Alors ça, c'est rien. C'est rien. On va en prendre d'autres propriétés. Alors voilà. Il y a une autre propriété qui est essentielle, c'est que l'arbre, il a son adolescence, sa jeunesse, son adolescence, et sa vieillesse. Sa vieillesse, c'est le duramen. Mais il a aussi sa jeunesse et son adolescence. Et donc, alors plutôt que ça, je vais vous montrer ça. Et donc, pendant les premières années, voici l'évolution de la densité du bois de pin maritime en fonction de l'année, de l'âge de l'arbre auquel la matière a été produite. Dans les premières années, il produit du bois qui a une très faible densité, et ça s'appelle du bois juvénile, donc c'est bien choisi. Et puis, au bout d'une quinzaine d'années, pour le pin maritime, il commence à fournir du bois qui a toujours la même qualité, la même densité, la même longueur de fibre, ce qui est important pour les papetiers. C'est ce qui arrive sur ce plateau-là. Et donc, après, il fabrique du bois adulte. L'usine à bois est adulte, mais il y a toute une période d'apprentissage pendant laquelle le matériau a fabriqué du bois juvénile, qui a des propriétés assez différentes de celles du bois adulte. Donc, là encore, les industriels se plaignent d'avoir en face d'eux des bois qui sont coupés de plus en plus tôt et dans lesquels le bois juvénile a des proportions de plus en plus importantes et vient gêner leurs habitudes en matière de process sur le matériau. Donc, c'est clair, l'arbre, c'est une structure qui est remplie d'un matériau qui est organisé, c'est de l'hétérogénéité qui est organisée. Et le type qui va derrière découper des planches, puis en plus, en général, on découpe les planches bêtement, c'est-à-dire on prend le tronc, puis on découpe des plots, comme on dit. Et donc, sorti de scie et commence à gigoter dans tous les sens. Et quand ça passe au séchoir, c'est assez terrible pour certaines essences. Alors, à ça, il faut rajouter un tas de choses que vous connaissez bien, les nœuds, le fait que le fil de l'arbre soit pas droit, la fibre torse, des fissures, des roulures. Je voudrais surtout insister sur quelque chose qui est essentiel parce que c'est des choses qu'on travaille actuellement au niveau scientifique, c'est ce qu'on appelle les bois de réaction. Alors je vais vous faire une petite expérience, j'espère que ça va réussir. Ça c'est un arbre, et il arrive souvent que l'arbre, quand il sort de terre, il ne sort pas droit, ou bien il arrive que l'arbre, ce qu'il aspire, c'est aller chercher la lumière, être le plus fort possible, le plus haut, et avoir le maximum de lumière. Donc, il va avoir besoin de se réorienter. Alors, croyez pas que c'est les sylviculteurs qui poussent pour le réorienter, ça arrive. Mais c'est pas ça, c'est l'arbre lui-même qui va se réorienter. Alors, comment il fait? Ben, l'arbre, tous les ans, il en rajoute une couche, si je puis dire. Cette couche, c'est à peu près comme quand vous faites de la peinture, c'est du matériau qui s'étale dessus, une espèce de tartine qui s'étale dessus et qui va se solidifier, c'est la maturation comme on dit, et dans cette maturation il y a un retrait, c'est-à-dire le matériau diminue, donc diminue de longueur, donc il va créer à l'intérieur de l'arbre certaines contraintes internes qui ne sont pas forcément négligeables, puisque certains arbres quand on les coupe ils explosent à la figure, c'est bien la preuve que cette structure arbre est quand même assez compliqué. Bon, donc si l'arbre fait pousser la même matière des deux côtés, l'arbre va continuer à pousser droit. Alors, voilà, il va tartiner un peu de scotch, et vous avez tous fait ça, donc ça va être assez vite. Si je mets du scotch des deux côtés, je ne vous le fais pas, il va rester droit mon carton. Par contre, si je prends un morceau de scotch et que ce morceau de scotch, je le pose sous contrainte, c'est-à-dire j'étire mon morceau de scotch, c'est ce que fait le matériau. Voilà, je le colle dessus, et puis tous les jours, puisque j'ai fait l'expérience pendant 8 jours, l'arbre il se redresse. C'est le moteur de redressement, c'est ça le muscle de l'arbre. Et comment il fait ça l'arbre?
ben, il fait ça en jouant avec ces microfibrilles. C'est-à-dire que les microfibrilles vont faire que, je schématise, la tension que j'ai mise sur mon scotch là est différente du côté ouest, du côté est, du côté comprimé, du côté tendu, et ça va permettre à l'arbre de se réorienter. C'est pas le même mécanisme pour les feuillus, pour les résineux, ça c'est pas grave. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ça arrive de plus en plus souvent. Le pin maritime que j'ai sous les yeux tous les jours, c'est un arbre qui est comme ça. Il peut pas être droit. Et quand on découpe des planches dedans, on a ces bois qui sont poussés, qu'on appelle des bois de réaction, et qui sont pas des bois comme les autres. Donc, dans l'arbre, à l'intérieur de l'arbre, on trouve une diversité de matériaux qui est aussi grande que la diversité qu'on peut dégager entre plusieurs arbres. On dit ça sous la forme suivante. On dit la variabilité intra-arbre, à l'intérieur de l'arbre, est aussi grande que la variabilité inter-arbre. C'est-à-dire, si vous avez une parcelle d'arbres qui se ressemblent, il y a une variabilité, mais de toute façon, la variabilité du matériau bois, eh bien, elle est exactement définie dans l'arbre lui-même. Bon. Alors, ceci dit, on peut faire un constat quand même, parce qu'on construit en bois depuis pas mal de temps, on peut faire un constat qui est le suivant: le bois de construction est plutôt un bon matériau pour la construction. Il est plutôt un bon matériau, parce qu'il est léger, parce qu'on a toute une tradition d'outillage qui font qu'on l'usine facilement, on l'assemble facilement. C'est pas forcément cher, le bois, c'est plutôt beau, et puis ça a des performances, puisque on fait quand même des constructions, et on a fait des constructions très audacieuses en bois. Donc, cette année, dans l'année 2000, c'est un bon matériau qui est poussé par les consommateurs qui ont quand même un petit sens de l'écologie, et tout ce qu'on dit sur le bois écomatériau, ça les pousse à demander des objets, des constructions en bois. Ceci dit, il a quand même certains petits problèmes il crée certains petits problèmes avec les ingénieurs. Par exemple, l'instabilité dimensionnelle, le fait que quand on le sèche, il se voile dans tous les sens. Je vais vous montrer un exemple, parce que vous êtes sympathique, pour aller vite. Vous voyez, ça c'est la modélisation du séchage d'une planche de bois qui se met à gauchir, à twister. Donc ça c'est l'instabilité dimensionnelle, qui est liée au caractère hygroscopique du bois, c'est-à-dire le fait que le bois ait un retrait, un gonflement quand on le sèche ou quand on le gonfle. Mais c'est pas ça la cause. C'est vrai que le bois a du retrait, mais le béton, le ciment, la première fois, il a du retrait aussi. Mais l'acier, quand on passe de -20 à 50 degrés, il se gonfle aussi. Mais ces matériaux-là, ils sont exactement comme un bois qui est pris dans les directions qui sont ses directions à lui. Si on prend un morceau de bois, si on construit avec du bois qui est exactement taillé dans les directions longitudinales, radiales, tangentielles, on peut construire là, on ne verra pas de défaut, on ne verra pas le bois se tordre, etc. Pourquoi il se tord, pourquoi il fléchit? C'est parce que le bois est disposé, comme je vous l'ai montré, dans ces matériaux, de façon un petit peu aléatoire. Et tout ça, ça donne, et puis il y a la variabilité que je vous ai décrite, et tout ça, ça donne l'instabilité dimensionnelle. Donc l'instabilité est due au caractère hygroscopique et à la variabilité du matériau. Il y a une deuxième difficulté, c'est la durabilité. J'ai dit que c'était pas trop ma tasse de thé, mais enfin, on pourra en discuter tout à l'heure. Et puis, le troisième caractère, c'est la fiabilité des performances. Alors, je vais vous montrer un petit dessin qui est assez parlant. Alors, je m'excuse, hein, c'est du langage de professionnel, si je puis dire. Voilà. Là-dessus, on porte en ordonnée, en verticale, la résistance d'un matériau. Et en abscisse, on porte le pourcentage de matériaux qui a une résistance supérieure à une valeur donnée. Par exemple, quand je prends ici 30 mégapascales, je lis en bas qu'il y a 30% des pièces d'un lot de bois qui ont moins de 30 mégapascales comme résistance. C'est donc un espèce d'histogramme, c'est un histogramme cumulé, comme on dit, des propriétés. Voilà ce que ça donne pour du lot de bois du commerce. Et l'ingénieur se base sur une propriété qui est la propriété, la résistance qu'on appelle caractéristique, c'est-à-dire c'est la résistance telle que 95% du lot soit supérieur à la valeur de cette résistance. Ça veut dire que quand on achète un lot de bois, on prend le risque qu'il y ait 5% des pièces qui soient en dessous de ce qu'on achète. Et c'est à peu près ce qu'on exige pour tous les matériaux du génie civil, mais souvent on est plus exigeant que ça. Alors,
ce qu'on voit là-dessus, c'est que, merci beaucoup, ce qu'on voit là-dessus, ben je serai dans les temps, ce qu'on voit là-dessus, c'est que si je prends cette résistance caractéristique qui est de 20 mégapascals, et puis si je prends la résistance moyenne de ce lot de bois qui est d'à peu près 40 mégapascals, eh bien, avec un bois qu'on me vend pour les mêmes qualités, je peux utiliser un chevron qui a une largeur B, une hauteur H, ou bien ici, je dois le faire pour le bois qui a la résistance caractéristique, mais si je prends le bois qui a la résistance moyenne, eh bien, je peux me contenter d'avoir un chevron qui a une largeur B, une hauteur 0,7H, donc je fais 30% d'économie sur le matériau, ou une largeur 0,8B et une hauteur 0,8H, 0,8 x 0,8, 0,64, 36% d'économie, etc. Et si je suis capable d'aller trier le très bon bois au bout, eh bien, je vais faire des économies considérables sur le poids de la structure et je vais pouvoir faire des belles structures en bois. Donc ça, c'est un problème, c'est le problème de la fiabilité du matériau. On dit que le matériau en question est en surqualité, puisque quand on achète un lot de bois, on se base sur cette résistance-là, et évidemment, toutes les pièces résistent beaucoup plus à ça. Alors, je vais vous montrer juste ça. Ici, j'ai porté le rapport entre la résistance caractéristique, c'est-à-dire la résistance qu'on achète, et puis la résistance moyenne qu'on peut attendre d'un matériau. Alors, pour le bois, j'ai pris des chiffres dans différents bouquins, parce que j'ai pas mal de bouquins sur le bois. Ce rapport-là peut tomber jusqu'à 15% ou le plus souvent 40%. Quand on le fait, ce rapport-là, sur du bois sans défaut, Clearwood, on tombe à 0,73. Quand on le fait sur du lamellé collé, on tombe à 0,60. Quand on fait sur de l'acier, Tour Eiffel, 0,84. Donc ça va être notre référence. Et eh bien, je suis heureux de vous annoncer que quand on le fait avec du bois reconstitué, dont je vais vous parler dans 30 secondes, eh bien, on peut arriver à des rapports qui sont très très bons, c'est-à-dire à avoir ni sous-qualité ni sur-qualité de ce qu'on achète, mais être sûr de la qualité du matériau qu'on achète. Alors, la plupart des défauts que j'ai cités, à part la durabilité des termites que je maîtrise mal, sont liés à la diversité, la variabilité du matériau. Donc, je peux inverser la question que je posais au début. La diversité des produits forestiers empêchera-t-elle le bois d'être le matériau du XXIe siècle? Et je vais vous énoncer en quelques minutes quelques stratégies. Trois stratégies: le classement, la modification, la reconstitution. Le classement. Imaginez qu'on prenne un tas de bois, c'est-à-dire la production d'une scierie, et que par une technique quelconque, qui s'appelle essentiellement du contrôle non destructif, on soit capable de deviner la résistance de chaque pièce de bois. À ce moment-là, on va afficher pour le client, sur chaque pièce de bois, la résistance du matériau qu'il peut attendre. Comme c'est de la logique un peu floue, c'est des statistiques en général, on va limiter cette propriété à quelques classes de résistance. Alors c'est ce qu'on fait dans l'hémisphère sud. Dans les hémisphères sud, on va dans n'importe quel BHV, on achète du bois pour construire, et il y a des petites traces de peinture rouge, vert, bleu dessus qui indiquent la résistance du bois que vous achetez. Ça arrive en France et en Europe à toute vitesse. Ça va s'appeler le marquage européen qui va être nécessaire pour tous les matériaux de construction. Donc c'est un problème purement de contrôle non destructif, associé à ça un problème de prix, parce que ça coûte de faire ça, et surtout d'adaptation du tissu industriel, c'est pour ça que je vous en parlais au début, à ce type de coûts et d'opérations. Une scierie qui sort pas 50 000 mètres cubes de sciage par an peut pas se payer ça, c'est pas possible. Donc si elle ne peut pas se payer ça, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire du classement visuel, c'est-à-dire elle va instruire des ouvriers et des ouvrières à trier le bois d'après leur aspect extérieur, et ça, tout le monde sait depuis 1992 que c'est complètement inopérant. À savoir que le client est grugé finalement dans l'affaire. La modification du bois, c'est une autre piste, c'est celle que j'ai baptisée pour vous la xylurgie, et qui consiste donc à traiter, comme on fait de la métallurgie, à traiter le bois, le matériau initial, bois, une sortie de scierie, soit chimiquement, soit mécaniquement, soit thermiquement, soit un mélange. Alors vous savez que par exemple, pour traiter le bois, pour le rendre plus durable, et l'empêcher pour pouvoir s'en servir dehors, eh bien, il y a des traitements qu'on appelle cuivre, chrome, arsenic. C'est de l'injection de produits et une réaction chimique. Alors, tout à l'heure, dans la discussion, je vous parlerai d'autres traitements et je vous montrerai comment on a fait ça. Alors, il y a toute une série de traitements qui sont d'ailleurs, pour certains, complètement traditionnels.
La tonnellerie utilise des traitements thermo-hygromécaniques, c'est-à-dire que le tonnelier utilise la chaleur, l'humidité et la mécanique pour faire ces tonneaux, pour former ces tonneaux. Et on rappelle souvent que les Indiens, quand ils font une barque à partir d'un tronc d'arbre, étirent l'intérieur du tronc d'arbre avec des méthodes complètement rudimentaires, mais il leur faut quand même de l'eau et de la température. Je vous expliquerai ça si vous le souhaitez tout à l'heure. Et puis la dernière façon de faire, de prendre en charge la variabilité, la diversité du bois, eh bien, c'est de travailler sur des bois reconstitués. Des bois reconstitués, alors il en existe, pardon, c'est en anglais, mais il en existe un certain nombre de catégories. Ça va depuis le lamellé-collé jusqu'au ce qu'on appelle le LVL, le carto, c'est le nom commercial, jusqu'au contreplaqué, à l'orienté de strandboard, l'OSB que vous avez vu sûrement un peu partout, au médium, qui sont en général des matériaux qui se présentent en panneaux ou en poutres et qui sont faits dans de grandes unités de production qui produisent environ au moins 100 000 mètres cubes par an. Il y en a 7 ou 8 dans les Landes, comme ça, et qui font ça de façon industrielle, avec un certain nombre d'arguments marketing, et tous ces matériaux sont regroupés sous le sigle d'Engineered Wood Products, c'est-à-dire des matériaux auxquels on peut faire confiance, parce qu'ils sont passés à travers les mains du génie des matériaux, mais comme ce sont des wood products, ils possèdent encore toute la tradition du bois, et à partir de ces matériaux-là, je vous en montrerai si vous voulez tout à l'heure, à partir de ces matériaux-là, on peut usiner, assembler avec les mêmes méthodes que du bois, parce qu'ils ont le même poids, etc. Juste un petit problème, c'est qu'il y a besoin de colle pour reconstituer des matériaux, et que les colles, à la limite, on n'est pas sûr qu'elles soient acceptées correctement par tous les consommateurs, d'où un grand champ de recherche qui est ouvert maintenant, c'est de faire des colles vertes, c'est-à-dire des colles qui sont admissibles par nos soucis environnementaux et nos soucis de santé pour le consommateur. Donc voilà les 3 grandes pistes. Maintenant, il y a d'autres pistes, et je conclus là-dessus, en particulier les gens qui sont les chercheurs de l'INRA, qui travaillent sur la sylviculture et la biologie des arbres, sont capables d'améliorer de façon importante les productions forestières dans telle ou telle direction. C'est le génie biologique, en fait. Et en particulier, pour vous donner un chiffre, en 40 ans, la forêt landaise est passée d'un rendement vous comprendrez tout de suite ce que c'est, de 8 mètres cubes par hectare et par an à 12 mètres cubes par hectare et par an. Ça, c'est en termes de rendement. Alors maintenant, ils nous disent qu'en mélangeant du pin maritime des Landes avec du pin maritime corse, on va arriver à le faire pousser un peu plus droit. J'ai pas compris pourquoi, mais enfin c'est comme ça. Et puis un jour, on fabriquera des arbres carrés. Ça, c'est évident. Mais comme ça met un peu de temps à venir, il faudra attendre d'autres générations ou d'autres siècles. Alors ça, c'est la première chose que je vais vous dire. La deuxième chose, c'est que pour en revenir à l'industrie du bois, à la xylo-industrie, il va falloir qu'elle se concentre définitivement dans notre pays, puisque ça se fait dans les pays scandinaves. Mais il n'est pas nécessaire de pousser la concentration au maximum et de toujours parler de World Company et d'aller chercher Josy Bouvet pour ça. Il est clair dans mon esprit et dans l'esprit de pas mal de gens que tout ce qui est fabrication de produits modernes à base de bois, ça va être de l'industrie concentrée. Mais concentrée, ça ne veut pas dire que ça va être dans les faubourgs des villes, ça va être au milieu de la campagne et ça va créer de la main-d'œuvre et maintenir de la main-d'œuvre dans les provinces, si je puis dire. Mais par contre, tout le travail du charpentier, tout le travail du menuisier, de l'ébéniste, il n'y a pas de raison particulière pour qu'il soit aux mains de big compagnies type Lapeyre, etc. Il n'y a pas que Lapeyre dans la vie, il y a aussi des artisans autour de nous, et s'il vous plaît, faisons-les travailler, c'est eux qui travaillent le mieux. Merci de votre attention. Je voulais vous demander, pour la disparition des forêts, j'ai donné des conseils à un ingénieur agronome dans le Jura pour faire du papier avec du chanvre. Est-ce que vous pourriez me répondre là-dessus, si on pourrait étendre ça se fait déjà entre la Hollande et l'Australie, oui, pour ne pas que ça disparaisse. Voilà. Oui, alors ça c'est un grand problème. C'est un grand problème. L'organisation du territoire en Europe est telle que, avec la déprise des terrains agricoles,
le bois a de nouveaux concurrents pour ses débouchés traditionnels, en particulier la pâte à papier. Et ces concurrents, c'est ce qu'on appelle les plantes annuelles, hein, ce que vous citez, mais il y en a d'autres. Et c'est vrai qu'avec ça, on peut en faire la démonstration assez souvent. On peut faire des matériaux tout à fait convaincants, sous forme de panneaux, exactement, effectivement. Et ça, c'est une grosse concurrence. Alors maintenant, je crois qu'on peut répondre très rapidement en disant que l'industrie n'est pas prête à absorber, à jouer ce jeu-là. Parce que la plante annuelle, je vais caricaturer, mais vous savez, c'est presque la vérité. Le type qui plante une forêt, il ne va pas la déplanter dans les 10 ans qui suivent, il va attendre que ça pousse. Donc, le type qui a une industrie forestière, il va l'implanter dans un endroit où il sait qu'il est entouré de forêt, et pendant 30 ans, il va être entouré de forêt, et pendant 100 ans, il va être entouré de forêt. Le type qui plante une industrie pour faire des panneaux à base de rafles de maïs en plein maïs landais, ben, il ne sait pas si l'année suivante, ils vont faire de la tulipe ou du radis. Alors, c'est pas ça le problème, mais la réponse, c'est ça. On peut techniquement faire ça. Il y a des pays qui vont se spécialiser là-dedans. Je ne pense pas qu'en Europe, ça soit la direction qu'on prenne. Hein, la fibre cellulosique a d'autres concurrents, c'est ce que vous disiez, le chanvre, le kénaf, etc. Mais je ne pense pas que ça sera la voie immédiate pour la France. Voilà. Merci beaucoup. Tout en haut, une question au milieu. Oui, bonsoir. Je voulais savoir si jamais Vous pourriez vous lever, s'il vous plaît, merci. Je voulais savoir si jamais l'énergie du nucléaire doit être abandonnée, est-ce que le bois pourrait être utilisé pour produire de l'électricité de manière rentable en France? C'est peut-être une bonne... C'est une bonne question. Écoutez, on va vers une pénurie de bois en France pour l'industrie du bois. Donc, pénurie, hein, c'est-à-dire qu'on va être obligé d'importer beaucoup de bois, et les importations sont de plus en plus difficiles. Ça veut dire que la consommation de bois dans les ménages sous forme manufacturée augmente de toute façon, de façon assez importante en France et en Europe. Alors, je ferai un peu la même réponse qu'à madame. Je ne crois pas que ça soit la direction dans laquelle on va. C'est vrai que vous verrez ici et là des expériences pas des expériences, des choses qui marchent. Pour faire du chauffage à partir du bois ou des produits connexes de l'industrie du bois. Mais on ne pense plus que c'est la vocation de la forêt française. Et absolument, elle est sous-exploitée. Mais je viens de vous dire aussi qu'on va vers une pénurie de bois. Et ça, je peux vous le promettre. Merci beaucoup. Une autre question à gauche, madame. Vous avez présenté plusieurs plans ligneux, Ouais. Et entre autres celui de l'IPCA qui est très simple. Je voudrais savoir, parce que l'IPCA est utilisé pour les tables pour les luthiers, justement. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de retrait hygroscopique, ou bien est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de ponctuation par rapport aux autres plans ligneux que vous avez montrés? Est-ce que ce serait le fait que qu'on appelle ça, on utilise l'épicéa, on dit que quand on le choisit justement dans les Vosges ou dans le Canada, on dit le bois chante. Alors, est-ce qu'il chante pareillement lorsqu'on le fait sécher et tout? C'est parce qu'il doit avoir quand même il n'y a pas de retrait sûrement. Ah si, il y a du retrait, mais s'il y a du retrait, vous savez que les luthiers, ils font sécher leur bois en 6 ans, quelque chose comme ça, par petites plaquettes au fond d'un placard. Donc c'est un séchage qui est très lent et qui respecte le bois. L'épicéa de lutherie, c'est vraiment un bois complètement parfait. Excusez-moi, la photo n'était pas très bonne, mais quand on regarde ce bois, il est parfait. C'est un tricot complètement parfait. Et c'est de là que viennent ces propriétés acoustiques remarquables, en particulier. Hein. Et vous savez d'autre part que pour faire d'autres parties des violons, on utilise de l'érable, et en particulier de l'érable ondé. Vous savez, l'érable ondé, c'est l'érable, quand on le coupe, on voit des vaguelettes dessus. Et c'est un bois qui est très recherché parce que, de la même façon, il a, non pas, c'est pas son plan ligneux, là, c'est l'organisation du bois à l'intérieur d'une bille de bois qui est très particulière et qui lui donne des propriétés acoustiques tout à fait remarquables. Au Canada, il y avait une tape sur le tronc pour savoir justement s'il a la leçon qui correspond au cherche. Oui, absolument, absolument. Mais d'ailleurs, nous, on fait la même chose. Je vous ai parlé à l'instant, pardonnez-moi, je dérive, mais je vous ai parlé de contrôle non destructif des planches pour aller sur le marché des matériaux de construction. Une des méthodes, c'est de taper dessus et d'écouter le bruit que ça fait, et puis d'y dire c'est bon, c'est pas bon. Hein. Érable ondé. Merci beaucoup. Une question en bas à gauche, monsieur. Oui, bonjour, merci.
En fait, deux questions. La première, c'est pouvez-vous nous parler, dans le cadre de l'effet de serre, du bois puits de carbone? C'est l'une des qualités du bois fondamentale, me semble-t-il, ou des forêts. Et puis une deuxième question, j'appartiens à l'industrie papetière et j'apprécierais que vous disiez à la salle que le papier utilise des déchets de scierie d'une part et que d'autre part, il utilise la forêt sous une forme non pas de plantes annuelles, mais de plantes maintenant de 7 ou 8 ans au Brésil, et puis vous l'avez dit tout à l'heure, d'une vingtaine d'années dans les Landes et d'une quarantaine d'années en Scandinavie. Merci. D'accord. Donc je vais me séparer d'une partie de la question. Le papier, je ne voulais pas parler trop de papier ici, parce que c'est pas ma tasse de thé habituelle. Il y a des laboratoires qui s'occupent de papier, pas le mien. Mais c'est clair que c'est un des consommateurs essentiels des produits forestiers. L'industrie papetière offre l'avantage d'utiliser les produits connexes, c'est-à-dire de la forêt, les petites branches, parfois les racines, et surtout des produits connexes, c'est-à-dire ce qu'on appelle les déchets, mais produits connexes c'est tellement plus joli, de l'industrie du bois. L'industrie du bois, quand il rentre 1 mètre cube de grume de bois, il va en sortir la moitié seulement sous forme de produits finis, sous forme de parquet de lambris, parce qu'il y a beaucoup de copeaux, il y a beaucoup de délignures, à cause de ces troncs qui sont jamais droits, de ces fûts qui sont jamais cylindriques. On a beaucoup de pertes. Hein. Et toutes ces pertes-là vont à l'industrie du panneau et à la papeterie. Et ça, c'est tout à fait remarquable, parce que la filière bois, c'est quelque chose. J'ai oublié de le dire, mais j'en profite. La filière bois, c'est quelque chose. Alors, si on va encore plus loin dans le commentaire de monsieur, il est vrai que la filière papetière, puisqu'elle n'a pas besoin de très beaux troncs d'arbres bien cylindriques, bien hauts, a une tendance, c'est de pousser les sylviculteurs, ils sont souvent leurs propres sylviculteurs, à faire ce qu'on appelle de la forêt cultivée, c'est-à-dire de la forêt dont on cherche le rendement en mètres cubes par hectare et par an. Et c'est dans cet esprit que travaillent les plus grands groupes papetiers qui sont maintenant mondialisés et qui ont des plantations un peu partout dans le monde. Leur problème, c'est de faire de la pâte et de faire de la tonne de papier, de la tonne de bois, pardon, initialement. Donc ça, c'est une grosse partie de l'économie xylo-industrielle qu'il faut pas ignorer. Ce que monsieur n'a pas dit, c'est que l'industrie papetière essaye aussi de devenir, est très pesante sur ses partenaires, parce qu'ils sont plus costauds, ils ont beaucoup plus d'ingénieurs, ils ont l'argent, et donc en France en particulier, ils sont très pesants. Mais ça, c'est pas mon rôle de le dire. Mais par contre, ce que je voulais dire aussi, c'est que il ne faut pas oublier que l'industrie papetière utilise de plus en plus de papier recyclé. Et que dans ces conditions, les besoins de bois de la papeterie ne sont pas forcément exponentiels comme la consommation de papier dans le monde, puisque on sait tous, mais moi j'ai pas ces chiffres-là en tête, mais lorsque la Chine, pardonnez-moi cette image, lorsque la Chine utilisera le papier hygiénique, la consommation de bois dans le monde va devenir 10 fois plus grande qu'elle est en France, qu'elle est actuellement, pardon. C'est clair ça. Alors quant à la première question, donc, que ce soit toutes les grandes conférences sur l'environnement, mais je l'ai indiqué au début, la forêt est responsable le premier responsable de la lutte contre l'effet de serre, c'est clair. C'est même, je crois, une mission qu'elle se fera rémunérer un jour ou l'autre. Et donc, elle fixe dans ce travail de photosynthèse, l'arbre fixe du carbone qui est définitivement fixé sous forme de bois. Mais par contre, il faut cultiver la forêt, il faut gérer la forêt. Parce que si on laisse tout aux termites, les termites rebalancent aussitôt autant de CO2. Et je vais vous dire, quand on fait le bilan de certains pays où c'est bourré de termites, comme certains pays africains, le bilan écologique, on s'aperçoit que ces énormes termitières là sont des fabriques de CO2 extraordinaires et que finalement elles produisent plus de CO2 que les industries locales. Donc ça demande à être réfléchi tout ça aussi. Merci beaucoup. 3 dernières questions en bas à gauche, monsieur. Oui.
Allez-y. Vous pouvez prendre la parole, monsieur. Peut-on parler de bois à propos des fougères arborescentes et des palmiers? Moi, ça ne me dérange pas. Non, je suis clair. Je crois que il nous arrive, avec nos collègues africains, de faire des travaux communs sur le palmier et certaines applications du palmier. Donc, je réponds oui. Voilà. Merci. Une question au milieu. Ah oui. Pas mal. Puis-je vous faire remarquer que le micro, c'est dans ce sens-là, oui. Oui, je viens de le comprendre. Bon. Justement, la question que je voulais poser concerne les parasites bien connus du bois, et vous avez commencé à évoquer ça. Moi, j'ai entendu parler de la vrillette, de la petite et de la grosse, contre laquelle on utilisait à une certaine époque un certain nombre de produits qui étaient très toxiques apparemment. Oui. Et justement, vous aviez également parlé des termites. Est-ce que vous pourriez nous parler de leur impact de ces différents animaux, et peut-être d'autres que j'ignore, et de la lutte actuelle contre eux? Merci. Oui. Je vais essayer. Pardon? Oui, ça je sais. C'est pas tout à fait mon travail quotidien. Moi, ce que j'ai retenu de ce problème, c'est que d'abord, il y a des bois qui résistent à ça. Ensuite, que dans la plupart des cas où il y a des pourritures qui sont amenées par des insectes ou des champignons dans le bois, c'est que le bois se baladait avec des humidités trop importantes et que vraisemblablement des règles élémentaires de mise en œuvre du bois n'avaient pas été respectées. Et ce que j'ai retenu aussi, ce que je retiens aussi en regardant autour de ce qui se passe autour de nous actuellement, c'est que il y a une loi sur les termites qui va devenir très sévère, en particulier dans le sud-ouest de la France, Toulouse, Bordeaux, qui va en particulier exiger que le vendeur de maison fasse faire un diagnostic de sa charpente, ce qui est quand même l'essentiel des problèmes pour le consommateur, qu'un certain nombre de précautions soient prises. Ce que j'ai retenu aussi, c'est que la méthode brutale pour tuer tout ça avec des produits dangereux va être évidemment abandonnée, et qu'on va vers des méthodes plus douces. Alors j'ai entendu parler, je travaille à temps partiel au Centre technique du bois et de l'ameublement, j'ai entendu parler d'insectes qui vont venir combattre les termites, de champignons qui vont venir bouffer les termites, de la contraception chez la vrillette, des micro-ondes qu'on passe sur les poutres pour cuire les œufs de vrillette, ça c'est une bonne technique. Donc la science est prête, là je crois qu'il y a plein de solutions. Simplement, une fois de plus, c'est un problème très diversifié parce qu'il y a là il faut parler d'essence de bois, il faut parler d'insectes, il faut parler de sites. C'est un problème très diversifié et là il n'y a pas une solution générale pour tout, mais il y a des solutions particulières pour pas mal de choses actuellement. Merci. Avant-dernière question en bas à droite. Oui, question que je peux poser par rapport à la forêt. En bas à droite, après je vous laisse la parole, monsieur. À droite. Bonsoir, monsieur. Je suis relativement timide avec le micro, contrairement à ce qu'on croit. Allez, et alors, je vais essayer de me chauffer du bon bois. Vous avez parlé de différences cellulaires. Est-ce que ça veut dire qu'on peut parler de différences au niveau atomique, c'est-à-dire les différences au niveau atomique, c'est en introduisant des éléments dans les atomes, des structures moléculaires, par exemple. Ma deuxième remarque sera plutôt le fait que par rapport à la durabilité que vous aviez évoquée, je vous rappellerai quand même qu'il y a des immeubles à Paris qui tiennent encore debout, dans lequel j'habite, merci, qui sont faits avec des charpentes en bois. Alors, comment on peut garder la durabilité du bois dans ces charpentes? Je vous ai déjà dit en entrée que je serais à la fois enthousiaste et un peu craintif sur l'avenir du bois. Enthousiaste, c'est vrai, on habite tous, j'en connais un qui habite sur une maison, sur des pieux dans la ville de Bordeaux. Si les pieux sont sous l'eau, comme Venise, ils vont durer jusqu'à la fin de vos jours sans aucun problème. Hein, de la même façon, donc c'est un problème de relation entre
entre ce matériau et son environnement. Si l'environnement est agressif, la pierre a de la maladie, le bois a de la maladie, c'est clair ça. Je veux dire, il n'y a pas, c'est pas quelque chose qui est non maîtrisé, la durabilité. Hein, on peut la maîtriser. Et alors quant à votre première question dont je comprends à peu près la teneur, moi j'ai voulu vous montrer la diversité à partir des choses qui se voient à peu près. Le plan ligneux, la dimension des cellules, la densité, tout ça, ça se comprend bien. Il est vrai qu'on peut descendre à des échelles plus fines, et en particulier, c'est ce qu'on fait quand on fait de l'amélioration chimique du bois. On descend à des échelles plus fines, et quand on essaye d'enlever la lignine du bois pour faire de la pâte à papier blanc, en particulier blanc, c'est-à-dire d'enlever la lignine, on fait vraiment de la chimie qui est très, très précise et qui s'attaque au corps du problème, c'est-à-dire les atomes et les molécules. Ça, c'est clair. Mais je voulais pas orienter mon discours là-dessus. Merci en tous les cas. Dernière question. Ouais, c'est le terme forêt qui me gêne un petit peu, le terme forêt. C'est le niveau d'intervention de l'homme. On parlait de pins maritimes dans les Landes, mais la forêt des Landes, c'est une culture de forêt, c'est une culture d'arbres, pardon. C'est pas une forêt. Effectivement, c'est un terme qui me semble ambigu, la forêt, parce que c'est à ce niveau-là que l'intervention de l'homme doit être le plus mesurée possible. La forêt doit évoluer vers un climax, vers un stade de développement le plus important possible, et non pas à chaque fois intervenir comme fait actuellement dans les forêts françaises, alors qu'on pourrait effectivement avoir des forêts de production et laisser une grande partie des forêts françaises l'évoluer comme on peut l'entendre. Oui, c'est vous qui le dites. Il y a effectivement un courant de pensée qui souhaite qu'on laisse les forêts dans l'état, en particulier pour développer la biodiversité, etc. Moi, je comprends très bien ces arguments, mais je peux vous faire le pari que dans 20 ans, d'ailleurs je l'ai vu dans certains pays, il y aura dans un pays déterminé, il y aura de la forêt vierge. La Nouvelle-Zélande, vous prenez la Nouvelle-Zélande, il y a de la forêt vierge d'un côté, à laquelle il ne touche absolument pas, qui est ouverte aux touristes, aux botanistes, aux ethnologues, à tous les gens qui ont votre sensibilité. Et puis à côté, l'État néo-zélandais qui vit sur la forêt est obligé de cultiver une forêt, mais vraiment de cultiver une forêt. Hein. Merci beaucoup. Et ça nous pend au nez, hein. Vous savez, si on veut du bois, il faut du bois. Hein. Encore merci Pierre Morlier. Merci à tous.